Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Cette émission, qui a lieu 2 mardis par mois, le 2e et le 4e, a pour but de vous informer et de vous inciter à agir avec nous. Aujourd'hui, pour animer l'émission, Christine, bonjour, du collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, Étienne, bonjour, du collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, Isabelle. Merci. Le fil conducteur de cette émission, après l'accident de Marcoule hier. D'ailleurs, il pourrait nous prévenir avant de faire des accidents. Ben oui, au moins qu'il ne fasse pas de catastrophe la veille de l'émission. Il faut qu'on refasse tous nos papiers et tout. C'est un peu qu'on ait un peu le temps de préparer, parce que là, franchement, le programme est chargé. Le fil conducteur de cette émission, donc après l'accident de Marcoule hier, est de l'ordre du, entre guillemets, le nucléaire ne présente aucun risque. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé à Marcoule. Étienne nous parlera des victimes des essais nucléaires qui ne sont en fait pas des victimes, selon la propagande officielle. Il n'y aurait aucun lien de cause à effet, nous dit-on. Pas de lien de cause à effet non plus entre l'augmentation des maladies de la thyroïde en France après la catastrophe de Tchernobyl. Pour en parler avec nous, Roland Desbordes, président de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, créée juste après que le nuage de Tchernobyl se soit arrêté à la frontière. Bonjour Roland. Bonjour. Donc, merci d'être avec nous. On sait que tu dois avoir plein de boulot parce qu'après Marcoule, voilà, vous êtes probablement en train de faire des relevés partout de radioactivité. Donc on est en vigilance renforcée, quoi. Voilà. Comme on dit. Voilà. Donc, en fait, l'Association française des malades de la thyroïde et la CRIRAD avaient fait un recours en justice et viennent de perdre un procès. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agissait exactement ? Le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu de procès. Nous, on attendait un procès, enfin un procès sur Tchernobyl. Après 10 ans d'instruction, on avait déposé plainte avec les malades de la thyroïde en mars 2001. Donc après 10 ans d'instruction, la juge qui s'est accrochée au dossier, parce qu'on voulait évidemment lui enlever ce dossier des mains, c'était un sujet brûlant, donc la juge avait réussi à garder la main sur ce dossier, mais malgré tous les recours faits par l'avocat du professeur Pellerin, qui avait quand même été mis en examen en mars 2006, le professeur Pellerin était le responsable du service central de protection contre les rayonnements ionisants en l'année 86, et c'est lui qui a raconté tout ce qu'on dit sur ce nuage qui effectivement ne s'est pas arrêté à la frontière, et il était responsable. C'était, on ne pouvait pas dire que c'était un sous-lieutenant. Il était vraiment à un poste important. Il était mis en examen pour tromperie aggravée sur la marchandise. En fait, c'était pour avoir laissé consommer des produits. Tromperie aggravée sur la marchandise, c'est-à-dire en fait avoir laissé et encouragé, je dirais, la consommation de produits hors normes. Donc non conforme. C'est en fait un peu comme ce qui est en train de se passer à Fukushima en ce moment, avec la consommation ce qui se passe aujourd'hui à Fukushima, voilà. Mais l'histoire se répète malheureusement. Et donc on avait réussi à le faire mettre en examen, mais ce professeur Pellerin évidemment n'était pas content d'être mis en examen, donc il a fait plusieurs recours pour essayer de faire ce qu'on appelle demander une prescription, c'est-à-dire on classe l'affaire parce que c'est trop vieux, c'est des histoires anciennes. Ça, il n'a pas pu l'obtenir. Par contre, il avait fait un recours aussi pour classer l'affaire carrément, c'est-à-dire dire non-lieu, il est coupable de rien.
Et ça, c'est ça qui a été ces deux demandes de la part de l'avocat de M. Pellerin, qui ont été traitées par la justice le 31 mars et dont le rendu a été donné il y a une semaine. Et ce rendu, évidemment, est choquant, puisque, certes, il n'y a pas de prescription. On ne peut pas dire que cette histoire-là, c'est de l'histoire ancienne. Ça, c'est normal que dans les histoires d'environnement, quand l'histoire est trop ancienne, on n'en parle pas. Donc, ça n'a pas eu lieu. Par contre, il y a bien un non-lieu pour le professeur Pellerin, c'est-à-dire qu'on le reconnaît coupable de rien. Il n'est responsable de rien. On n'a pas menti aux Français. Ils n'ont pas mangé de produits contaminés, il n'y a donc pas de victimes. Voilà ce que dit la justice après 10 ans, alors qu'on estime qu'il y a au moins eu tromperie sur la marchandise, et ça c'est quand même pas banal quand il s'agit d'aliments et pas d'une voiture, hein, et qu'en plus ça a eu un impact sanitaire. Il y a un certain nombre d'études qui le montrent, en tout cas, en particulier sur la Corse. D'accord, oui, justement, je voulais te poser cette question-là. En fait, c'est le docteur Fauconnier, je crois, qui était médecin généraliste en Corse, qui a commencé à observer des augmentations significatives de maladies de la thyroïde. Alors lui avait fait son travail sur sa propre clientèle. Certes, c'est pas une étude scientifiquement validée au niveau du protocole, puisque c'était une clientèle particulière. C'était la Balagne, c'est-à-dire une région de Corse, là où il avait ses patients. Mais c'est vrai que ce qu'il voyait sur sa clientèle, qui représentait quelques centaines de personnes, et ce qu'il a vu au fil du temps, parce qu'il a suivi ces enfants qui étaient jeunes en 86, il les suit jusqu'à aujourd'hui pour voir comment ils évoluent. Et l'augmentation des pathologies thyroïdiennes chez ces jeunes est flagrante. Oui, oui. Elle est flagrante. Alors, en parallèle, il y a eu d'autres études mandatées par la justice, celle-là, qui travaillait sur un cabinet d'un endocrinologue corse, le docteur Vellutini, qui, lui, avait à peu près 2000 fiches à sa disposition. Là, il y avait une vraie mine de travail. Et tout ça n'a pas été considéré... Excuse-moi. Et tout ça n'a pas été considéré comme une preuve. Eh bien ça, non, parce que ces pièces-là au dossier sont arrivées dans l'été. Or, entre-temps, la justice avait dessaisi la juge du dossier. Donc ces pièces-là n'ont même pas pu être, je dirais, expertisées complètement. Elles étaient dans le dossier parce que la demande de la justice était antérieure au dessaisissement de la juge. Mais comme la juge a été dessaisie du dossier, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus la main dessus depuis le mois de janvier de cette année, eh bien, les pièces apportées là, ces preuves, en tout cas ces débuts de preuves, n'ont pas pu être analysés correctement par la justice. D'accord. Et est-ce que ça me rappelle un peu, je ne sais pas, tu me diras si c'est bien de faire la comparaison, mais l'étude sur les leucémies autour de la Hague, par le professeur Viel, qui avait quand même montré des choses et ça a été remis en cause complètement. Alors, le docteur Viel, lui, il avait montré qu'il y avait un excès de leucémie chez les enfants autour de la Hague. Quand il y a un excès qui était faible, mais il n'y a pas des millions de gens qui vivent autour de la Hague. De toute façon, on ne peut pas trouver des millions de leucémies en plus, puisqu'il y a une population très limitée. Donc, l'excédent était significatif, comme on dit, mais pas en quantité importante, en nombre. Quand il avait sorti son étude, tout le monde lui était tombé sur le dos en disant « il est fou, c'est absolument impossible, c'est un mensonge, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux ». Enfin bon, voilà tout ce qu'on avait dit de l'étude de Viel. Et puis, après, je dirais, la première émotion passée, d'autres scientifiques se sont penchés sur son travail et ont reconnu qu'il avait raison. Il y a bien un excès de leucémie autour de la Hague. Alors, après, le problème, c'est est-ce qu'on peut imputer ça à l'installation nucléaire? Évidemment, c'est toujours le problème délicat. Comment faire la relation entre une pollution, la radioactivité, l'installation nucléaire, et une pathologie.
c'est toujours le côté difficile, quoi. En fait, c'est parce que c'est ce que c'était ce que vous étiez en train d'essayer de montrer dans le procès, dans le recours, là. Qui avait un lien de cause à effet. Ça commençait à sortir et au moment où ça aurait pu être une pièce importante du dossier, eh bien on s'est vite précipité de tourner la page, en gros. Et quelque part, l'État, à travers cette histoire, a organisé sa non mise en cause. Pourquoi ? Je vais être clair là-dessus, c'est que ces études sur la Corse, elles sont demandées depuis 25 ans par les collectivités locales, par les associations, par des médecins. Or, il n'y en a pas eu pendant 24 ans, pas d'études. Pourquoi ? Pas de registre des cancers de la thyroïde sur la Corse. Il y a une volonté de la part de l'État de ne rien faire. Et en ne faisant rien, évidemment, on ne peut pas apporter, nous les citoyens, les preuves. Donc, je dis bien qu'il a organisé sa disculpation, en fait, l'État. Et quelque part, du coup, c'est une preuve pour moi de dire, pourquoi il a fait ça ? C'est parce qu'il y a des choses à cacher. Oui. Si l'État n'avait rien à cacher, il n'avait aucune raison d'empêcher toutes ces initiatives qui ont été prises par aussi bien les collectivités locales que les associations, etc., etc. Oui, donc on nous dit, est-ce qu'on nous a dit à l'époque que ça coûtait trop cher, que c'était pas la peine, que c'était une question d'argent ? Enfin, j'ai entendu dire ça, mais. Oui, mais c'est pas une question d'argent là. Ça coûte pas cher de monter un registre des cancers de la thyroïde. Quand vous avez une île avec 200 000 habitants, faut pas rigoler, c'est pas le coup. C'est qu'il y a une vraie volonté, et ça on a pu le montrer à travers des épisodes qui se sont passés, où il y a eu des dossiers qui ont disparu. Il y a un vrai livre à écrire sur la Corse, et là le docteur Fauconnier, un jour, je pense que quand il aura le temps, il écrira tout ça, parce que il y a des vrais morceaux, je dirais presque de romans policiers là-dedans, où des dossiers disparaissent, ou etc., où des hommes politiques aussi se retrouvent mêlés. Il y a une vraie histoire à raconter là. Mais ce n'est pas qu'une histoire corse quand même, ça concerne tout l'Hexagone, enfin tout le territoire, on est d'accord. Pardon ? Je dis ce n'est pas qu'une histoire corse, ça concerne tout le territoire. Oui, mais la Corse a été bien touchée, et c'est le seul endroit en France où vous avez eu des élus locaux, je le dis bien clairement, les élus locaux, la collectivité territoriale corse, et la région Corse, au contraire de toutes les autres régions de France, toutes les autres régions de France, aucune ne s'est mobilisée pour avoir des études épidémiologiques. Aucune. Là, on a depuis des années des élus, avec des hauts et des bas, mais qui ont manifesté des demandes fortes vis-à-vis de l'État, la métropole donc, pour avoir ces informations, ces études, ces expertises, et ils ne les ont pas eues. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, ils ont décidé de mettre carrément la main à la poche, et ils ont lancé une étude qui arrivera dans 1 an. Évidemment, ce sera trop tard, mais on espère bien que ce dossier n'est pas fermé définitivement. Oui, donc vous allez de toute façon vous porter, vous allez faire appel de la décision ? Alors on peut pas faire appel, mais on peut se pourvoir en cassation. D'accord. Alors oui, on va se pourvoir en cassation avec l'association des malades de la thyroïde. D'une part parce qu'il faut épuiser tous les recours, on ne peut pas laisser passer ça. Oui, vous avez déjà dépensé pas mal d'argent, j'ai l'impression. Ensuite, on veut aller à l'Europe. Et pour aller à l'Europe, c'était porter plainte à l'Europe contre l'État français. Il faut épuiser tous les recours au niveau national. C'est pour ça qu'on est obligé de toute façon de passer par la case cour de cassation. Mais en plus, je dirais, on a reçu le réquisitoire de la juge qui a décidé le non-lieu du professeur Pellerin. Et là, ce qui est intéressant, et là, ça nous a encore plus surpris, on s'attendait, je dirais, au non-lieu, il n'y avait pas trop de surprise là-dessus. Par contre, ce qui nous a surpris, vraiment, c'est le contenu, ce qu'on appelle les considérants du réquisitoire de la juge qui disculpe le professeur Pellerin. Honnêtement, on a le sentiment que c'est pratiquement le professeur Pellerin qui l'a écrit, c'est-à-dire que la juge, au lieu de jouer finement
en donnant les arguments des uns, des autres, etc., que elle juge au final en disant moi je ne vois pas de vraie charge à retenir contre le professeur Pellerin. Après tout, c'était logique. Bon, quelque part. On s'y attendait. Par contre là, dans son réquisitoire, elle s'appuie complètement et en ne considérant que les argumentaires du professeur Pellerin. Autrement dit, elle instruit, c'est pas une instruction là, mais elle argumente complètement à décharge du professeur Pellerin. Ce qui fait qu'on a le sentiment que c'est pratiquement lui qui a écrit ce document, ou son avocat en tout cas, ou en tout cas que la juge, elle, ne s'est appuyée que sur l'argumentaire de Pellerin. Et ça, c'est pas la justice telle qu'on l'attend. D'accord. Bon, donc écoute, on vous souhaite bon courage. On espère que vous allez poursuivre. Et de toute façon, ça va, si jamais vous gagnez, je vous le souhaite, ouvrir une espèce de boîte de Pandore, puisque à partir de là, on pourra établir, on espère, des liens de cause à effet entre la radioactivité et les cancers. On espère que voilà. on arrivera plus loin, parce que c'est vrai que si on en restait là, je pense que ce qui serait grave pour notre pays, la France, c'est de tourner une page alors qu'elle n'est pas écrite complètement. Et ça, c'est un déshonneur pour un pays de ne pas regarder son histoire, sa propre histoire en face. Et nos enfants n'auraient pas l'occasion. Pour eux, Tchernobyl, c'est le nuage qui s'arrêtait à la frontière et qui n'a posé aucun problème sur la France. Eh bien, si nos enfants, ils ont à apprendre ça dans leur livre d'histoire, moi, personnellement, j'aurais honte. Voilà. Bon. Écoute, merci Roland, bon courage. Merci d'être là. Au revoir. Merci. Alors, sans transition, Étienne, tu vas nous parler... Moi, je peux vous parler, d'indemnités qui vont être finalement versées. L'État français reconnaît quand même quelques liens entre le nucléaire et le cancer. Du reste, il y a un institut de l'ONU qui a listé 18 maladies et cancers liés aux radioactivités. Je vais en parler, mais donc voilà, j'annonçais une bonne nouvelle. Les victimes des essais nucléaires français... Alors, excuse-moi Étienne, oui, pardon. Les chroniques d'Étienne sont à prendre au second degré. Oui, vous allez vous en apercevoir rapidement que cette bonne nouvelle est toute relative. Donc voilà, ça concerne les victimes des essais nucléaires militaires en Polynésie et au Sahara durant les années 1960 à 1996. J'ai vu ça sur libération.fr. Ils y ont mis le temps et les formes. Il faudra bien sûr avoir l'une des 18 maladies répertoriées par l'ONU, leucémie, cancer, etc., ce dont je parlais tout à l'heure, et prouver qu'on se trouvait bien dans la zone géographique concernée, zone définie très précisément par décret. Les dossiers d'indemnisation seront confiés à un comité de 9 membres, principalement des médecins, présidé par un conseiller soit d'État, soit de la Cour de cassation, le ministre de la Défense ayant le dernier mot. Les indemnités, dont le montant sera laissé à l'appréciation de ce comité, qui disposera de 6 mois pour émettre une proposition, seront versées sous forme de capital, ajoute-t-on au ministère de la Défense. Et le ministre en question est tout fier d'annoncer que 10 millions d'euros par an seront prévus pour ces indemnisations. Il a même précisé dans un entretien publié sur le site internet du Figaro que environ 150 000 travailleurs civils et militaires sont théoriquement concernés, sans compter les populations qui vivaient au Sahara et en Polynésie à l'époque des essais. Soit. Ne comptons pas les populations estimées en Polynésie à 2000 adultes et 600 enfants victimes de regrettables incidents. Je prends ma calculette. Voyons, 10 millions d'euros divisé par 150 000 contaminés, ça fait une somme moyenne de 66,66 € par an pour chacun. Mazette, tout ça pour ça? Je n'invente rien. Sur gouvernement.fr, vous trouverez tous les détails et conditions de ce que notre ministre appelle sans rire la mise en place d'un dispositif d'indemnisation des victimes juste, rigoureux et équilibré. À noter que la victime n'a plus à prouver qu'il a chopé le cancer après avoir été exposé aux radiations. Mais c'est à l'État de démontrer, en cas de refus, que ces cancers ne sont pas imputables au nucléaire. Alors voilà ce qu'ils appellent démontrer. Une association polynésienne de victimes s'est vue refuser 127 demandes pour seulement 2 acceptations. Sur leur site, mururoaetatu.com,
on découvre les motifs de rejet de ces dossiers. Dans 98% des cas, la réponse est « Votre maladie est bien dans la liste et nous ne contestons pas votre présence sur les sites, mais le risque d'avoir contracté votre maladie à cause des essais est négligeable. » Désolé, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un pauvre gars a même reçu ce motif. Vous avez bien contracté plusieurs cancers et vous étiez bien sur la liste des essais. Mais votre premier cancer qui s'est déclaré n'était pas dans la liste. Pas de bol. 66 € par an. C'est 5,50 € par mois. J'aimerais bien connaître le salaire moyen de tous ces ronds de cuir qui pondent de telles indécences. Alors, peut-être qu'on va parler un peu de ce qui s'est passé à Marcoule hier. Alors, j'ai regardé un peu la presse ce matin. Là, c'est très intéressant. Alors, la presse, aucune trace de radioactivité. C'est un accident industriel, pas un accident nucléaire, dit le porte-parole d'EDF. Aucun rejet chimique ou radioactif et aucun risque de rejet à l'avenir. Voilà, tout va bien. Là aussi, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, moi, ça me pose quand même un petit problème, puisque ce qui s'est passé hier, apparemment, c'est qu'un four où il faisait brûler des déchets radioactifs, alors il y a incinération, puis il y a un four pour réduire en fait les déchets radioactifs, pour pouvoir les stocker plus confortablement. Pour réduire le volume, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on brûle des matières radioactives, comme rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, il est bien évident que ces matières radioactives, elles partent quelque part. Alors, en fonctionnement normal, ça part par les cheminées de rejet, avec des normes soi-disant acceptables. Mais là, si ça explose, ça veut dire que ça part dans la nature, mais on ne sait pas où. Alors pour l'instant, moi j'ai essayé de suivre les informations. On n'a pas eu de données concernant l'état des filtres qui permettent le rejet habituel des matières incinérées. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que pour l'instant, dans les grands médias, alors je suis peut-être mal informée certainement, dans les grands médias, moi j'ai pas entendu parler de l'état des filtres. Donc c'est ça qu'on devrait savoir. Pour l'instant, on sait qu'il y a un mort, 4 blessés graves, dont un grand brûlé qui est en état, qui est à Montpellier au service des grands brûlés, donc en état, on va dire, stationnaire. Voilà. Pour l'instant, on ne sait rien de plus. Bon, si vous avez d'autres informations. Roland Desbordes me disait tout à l'heure en fait qu'ils ne savent pas en fait exactement ce qui s'est passé sur le site. Donc les travailleurs étaient là, ils ont entendu une énorme explosion, mais apparemment ils n'ont toujours pas réussi à savoir exactement ce qui se passait. Bon, il faut aussi savoir que 2 heures après l'accident, alors aucune des populations alentours avait été prévenue. Le préfet du Gard était prévenu, mais pas le préfet du Vaucluse, alors que c'est pareil. Et que quand même, il y a eu des confinements dans des écoles. À 14h30, il y a des élèves qui ont été confinés. Donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais surtout, c'est un simple incident industriel. Là aussi, tu fais du second degré. Non, je répète. Je trouve que le fait de se ranger derrière le principe de précaution que les industriels de l'atome ont l'habitude de pratiquer, c'est aussi le moyen d'habituer tout le monde à rester confiné, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils se couvrent, mais en même temps, on prend l'habitude, pour un oui, pour un non, de dire, mais attendez, de toute façon, on vit sous le régime de la nucléocratie, et vous devez rester confiné. Ce soit grave ou pas, c'est pas grave, vous restez confiné. C'est-à-dire, on s'occupe de tout. Voilà. Et après, on vous dit rien. C'est le moment de sortir, vous pouvez sortir. Voilà, c'est tout. Ah non, vous restez enfermé chez vous. On vous dira de sortir au moment. Mais pourquoi ? On ne sait jamais pourquoi.
Bon, il faut aussi savoir qu'à Marcoule, enfin là on est encore sur la corde raide, puisqu'on se dit ça a explosé, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, on ne sait pas où ça s'est passé, on ne sait pas s'il y a des matières radioactives, mais ça aurait pu se passer dans l'installation qui est contiguë, où on travaille la fabrication de MOX, donc avec de l'uranium et du plutonium. Et là, le plutonium, c'est pas des déchets soi-disant faiblement radioactifs. C'est-à-dire que si ça s'était propagé à ça, c'est boum. Et ça serait une catastrophe. Voilà. Et ça ne serait pas ni un incident, ni un accident. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est en train, là, sur la corde raide, à frôler le pire. Il y avait eu, le 25 mai dernier, dans la même installation, Centraco. Déjà, ils avaient eu un problème avec la détection de l'alarme incendie. Donc voilà, l'autorité de sûreté nucléaire leur avait dit il faut réparer ça. Ça n'a probablement pas été réparé. Donc voilà, ça dénote aussi la vétusté de toutes ces installations qui... Voilà. Mais ces fameux incidents, je le répète, je l'avais dit dans une précédente rubrique, selon l'IRSN, l'Institut de radio et de sûreté nationale, Radioprotection de sûreté nationale, reconnaît eux-mêmes qu'il y a environ un incident par jour. Enfin, il y en a genre 400 par an, quoi. Voilà, alors donc ça passe ou ça casse. Mais il y en a autant de toute façon dans l'industrie nucléaire qu'il y en a dans les autres industries, et ça ne fait pas pour autant une excuse à l'industrie nucléaire qui effectivement de l'atome manipule les produits les plus dangereux et les plus contaminants qui soient. Donc on tiendra au courant. Si on arrive à avoir des nouvelles informations. Des infos. Donc notre prochaine émission, c'est donc dans 15 jours, le mardi 27 septembre à 14h. Quelques petits rendez-vous mercredi 21. Jeudi 22 à l'Équitable Café, on invite une réalisatrice, Dominique Gros, qui a tourné un film qui s'appelle L'Europe et Tchernobyl. Donc 20h, 22 septembre, Équitable Café. Et le 28 septembre, 20h, Équitable Café, on a invité un militant qui se bat depuis très très longtemps contre l'enfouissement des déchets. Et on projettera le film Into Eternity, qui est un truc à vous glacer le sang. Voilà, on a été très contents d'être au festival Parole de Galère. Oui, le week-end dernier. On était ravis, on a rencontré beaucoup de Marseillais et on a été très bien accueillis. Et je pense qu'on a eu l'occasion de partager nos idées avec plein de personnes motivées. Voilà, dans une ambiance vraiment très très sympathique. Donc, bon. Il nous reste un petit peu de temps, non ? Il nous reste 2 minutes environ. Voilà. Bah, vas-y, Étienne, toi, tu as préparé quelque chose ? Oh non, mais ça fait un peu plus de 2 minutes. Bon, donc, il a préparé ses devoirs pour la semaine. Pour la fois. Bon, on a juste pour vous dire aussi qu'on était au meeting d'Europe Écologie Les Verts l'autre jour où Madame Eva Joly nous a répété que pour Europe Écologie Les Verts, la solution, c'est la sortie progressive en 25 ans. Voilà, ce qui revient pour nous à dire que c'est la prolongation programmée du nucléaire pendant encore 25 ans. Et le risque programmé d'un accident et d'une catastrophe grave en France. Voilà, merci à tout le monde. Merci à Sidi, à la technique. Et donc au 27 septembre, avec 100 autres nouvelles catastrophiques. Sans que Marcoule ait aggravé son cas d'ici là. Voilà, et on ne lâche rien. En revanche, Fukushima, on ne peut pas dire que ça s'arrange, mais bon, on en reparlera. Oui, c'était prévu, mais non, ça ne s'arrange pas du tout. Ça ne s'arrange pas, bon. On ne doit pas gueuler assez fort alors.